D'accord. Puis, voilà, donc vous avez aussi Rouge Soldat en 99. Ça, c'est autre chose. Alors ça, c'est Vietnam. C'est pas du tout dans le même continent. Voilà. Et puis, donc, on a Le Sage de Bandiagara. Comment vous démarrez en fait ce projet de documentaire voilà, tiré du livre, donc Vie et enseignement de Tierno Bokar? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est que je lisais beaucoup les... Ça va le micro, là? Très bien, je pense que ça va. Je lisais beaucoup les œuvres de Amadou Mpateba lors de mes différents voyages au Mali. Et donc, quand j'ai découvert ce livre, j'ai trouvé ce livre extraordinaire. Et en fait, comme j'étais au Mali, j'étais dans la brousse, je faisais autre chose, je faisais justement un autre film sur l'architecture de terre. Je voyais la vie des gens devant moi, je voyais les paysages devant moi. Tout ce que décrivait Tierno dans son livre, je l'avais devant les yeux. Tout ce qu'il décrivait, les paraboles qu'il faisait en comparant des petites choses de la nature ou au contraire des rencontres avec les gens, je les voyais devant mes yeux. Et je me suis dit, ben, cet enseignement, il est extrêmement visuel. C'est pas un enseignement philosophique extrêmement théorique. Et je me suis dit, puisque c'est tellement visuel, pourquoi pas en faire un film, puisque c'est la matière même du film. Et donc l'idée elle est venue en fait de cette rencontre entre ce que j'avais devant les yeux et de la lecture que je faisais, en me disant, Tierno, il voit les choses, et avec ces choses qu'il voit, il en tire des contes philosophiques. Et donc je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de faire un film qui raconte ça. Au départ, le film, d'ailleurs, il devait s'appeler, c'était assez important, je tenais à ce titre, bon, ça n'a pas été gardé, mais il s'appelait Paroles de Tierno. En fait, je voulais insister sur le côté des paroles de Tierno Bokar, et un peu moins sur sa vie, sur la description de sa vie. Bon, finalement, le film, avec l'évolution du film, c'est devenu Le Sage de Bandiagara, et évidemment, sa vie est beaucoup plus illustrée, disons. Enfin, voilà comment c'est venu, en fait. Et donc on voit que vous avez quelques difficultés pour rentrer la caméra dans la mosquée, mais donc déjà pour démarrer, est-ce que ça a été simple pour vous de pouvoir gagner la confiance de la population de Bandiagara, sachant qu'en plus, comme vous le dites dans le documentaire, sa mémoire n'est pas forcément beaucoup entretenue, à part quelques personnes âgées. Les gens ne savent pas forcément qui c'est et l'importance qu'il a pu avoir. Non, en fait, c'était extrêmement difficile. C'était à tel point difficile que j'ai même pas dit à Bandiagara que je faisais un film sur Tierno Bokar, sauf à ses disciples, les anciens disciples. Parce que, disons, on peut parler presque de guerre qu'il y avait entre ceux qui étaient pour lui et ceux qui étaient contre lui. Mais au fil des générations, c'est resté. Et j'ai vu beaucoup de gens d'anciens, des gens très âgés, quand j'ai fait les repérages, qui m'ont parlé de tas de choses très intéressantes. Mais dès que j'ai amené la caméra, ils m'ont dit « Ah non, 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 là, on ne dit plus rien, parce que si je dis quelque chose, peut-être que moi, je risque rien, j'ai 80 ans, mais mon fils ou mon petit-fils, il risque d'avoir des conséquences de ce que je vais dire. Donc, je préfère ne rien dire. » C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à trouver les témoins. Vous avez vu que dans le film, il y en a un principal qui était jeune garçon à l'époque et qui raconte un peu son expérience. Il y avait les deux femmes, dont une qui était la femme d'un disciple et l'autre une des femmes d'Amadou Mpateba. Mais disons, les autres n'ont pas voulu parler. Donc à tel point que pour moi, c'était très très difficile de pouvoir réaliser ce film dans des conditions, disons, sereines. Dans le début du film, on a une scène où on a du coup Amadou Nkassogué, donc qui est comédien malien et qui raconte l'histoire de Tierno Bokar. Est-ce que vous preniez des risques à ce moment-là, du coup? Non, parce que, disons, là, c'était un peu comme une espèce de conférence. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui était prévu. Si je peux prendre 2 minutes pour parler de ça, Amadou Kass, il devait raconter une parabole de Tierno Bokar que j'avais choisie. Et c'était une parabole qui est très très belle, que je vous invite à lire dans le livre, parce que je ne vais pas vous la raconter maintenant, mais c'est la parabole du garçon boucher. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le livre. Juste pour vous résumer en 2 secondes, le garçon boucher, c'était donc, comme son nom l'indique, quelqu'un qui était entre guillemets vulgaire et qui coupait de la viande et qui faisait saigner les bêtes. Et donc par un processus de conte que raconte Tierno Bokar, ce personnage
arrive à la tête de l'État. Il arrive à la tête de l'État et il va gouverner le pays comme il gouverne une boucherie. Bon, c'est une espèce de parabole assez brute, mais je voulais qu'Amadou Kassogué la raconte. Or, malheureusement pour moi, il l'a mal raconté. Et donc, je n'ai pas pu l'utiliser. Et j'étais très furieux parce que Cass, qui est un très très bon acteur, m'avait dit, je prends en charge cette séquence, c'est moi qui raconte et tu n'interviens pas. J'ai dit, ok. Et comme il était en même temps mon premier assistant, c'est grâce à Cass, ce film a été réalisé grâce à Cass, parce que Cass est du pays, Cass est de Bandiagara. Et c'est lui qui m'introduisait de toutes les familles. Et donc, je lui avais dit, ok, là, c'est toi carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et donc, je ne suis pas intervenu, mais il a raconté, au lieu de raconter l'histoire en continu, il racontait une phrase et il demandait aux gens, qu'est-ce que vous en pensez, ou vous avez compris. Alors, évidemment, après, moi, dans le montage du film, je ne pouvais plus l'utiliser parce qu'il n'y avait plus de continuité. Donc voilà, c'est pour ça que Cass, il introduit juste, j'ai gardé juste la partie où il introduit l'histoire de Tierno Boucar, mais j'ai pas gardé l'essentiel de son activité qui aurait dû être un conte qui était fabuleux, quoi. Bon, c'était un peu une déception aussi, ça fait partie des déceptions du réalisateur. Voilà. Et du coup, vous, qu'est-ce que ça dit sur l'évolution de cette ville donc on voit bien qu'à la fin, donc il est enterré, il est vraiment banni du village, et, et en même temps on voit que effectivement son combat n'a pas percé, vu qu'on ne vous laisse pas rentrer dans la mosquée. On estime qu'en tant qu'un fidèle, alors que ou en tout cas voilà, non musulman, alors que dans sa vie il a constamment en fait prôné la tolérance. Vous avez l'impression que il y a une espèce de radicalisation, comme on peut dire, ou en tout cas de perdition du message de tolérance, où il y a encore des gens dans ce village qui maintiennent malgré tout un message de tolérance. Disons, il y en a toujours, puisque vous avez vu, il y en a quelques-uns. Mais disons, d'une manière générale, c'est la première fois dans tous mes voyages au Mali, et j'ai fait beaucoup de villages, j'ai travaillé dans beaucoup de villages. Dans tous les villages, j'ai pu rentrer dans les mosquées, c'était absolument chaleureux. J'ai pu faire ce que je voulais, discuter avec les gens, avec l'imam, avec tout le monde. C'est la première fois qu'on m'a interdit de rentrer. J'ai jamais vu ça. Et donc là, vous avez vu, il y a comme une séquence où on le voit à la fin, on voit l'intérieur de la mosquée, à la fin, dans le film. Donc là, c'est pas moi qui suis rentré, c'est l'assistant qui était malien, qui a pu rentrer, on l'a autorisé, parce qu'il était musulman. Et c'est lui qui a filmé la prière à l'intérieur de la mosquée. Mais effectivement, dans tous mes voyages, disons, entre 10 ans à peu près, hein, même pas 8 ans, chaque fois, je voyais dans chaque village, on le voit d'ailleurs dans l'autre film, Sao, que j'ai fait, où une deuxième mosquée souvent était construite dans le village. Un village avait une mosquée principale, et au fur et à mesure des années, quand je revenais dans le village, il y avait une deuxième mosquée qui se construisait. Et je leur demandais, mais pourquoi vous faites une deuxième mosquée? Vous n'êtes pas si nombreux que ça. Déjà, elle est grande, la première. Ils disaient, non, mais parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, on construit une autre mosquée qui est financée par l'Arabie Saoudite. Ouais, je le dis franchement, parce que donc, voilà. Donc, il y avait tout d'un coup des villages où il y a deux mosquées avec des tendances de l'islam différentes, et ils ne sont pas d'accord entre eux. Et petit à petit, voilà. Et donc, à Bandiagara, il n'y avait pas encore de mosquée. J'ai vu maintenant qu'il y en a une deuxième, hein, une très très grande, moderne. Je ne sais pas du tout, là, je ne suis pas au courant des tendances religieuses. Mais le fait est que ce n'était pas évident de pouvoir rentrer en contact avec les responsables de la mosquée. Donc, je vais donner la parole au public. On va pouvoir échanger. Donc, Monsieur Benchouk va pouvoir aussi apporter des éclairages s'il y a des questionnements concernant l'enseignement et des caractéristiques liées au soufisme, puisqu'il est un peu plus apte que nous deux à en parler. Est-ce qu'il y a un micro du coup qui va circuler? Il y a un Est-ce personnage, qu'il y a une personne spécialisée pour ça? Oui, Yacine. Oui, donc juste pour répondre à ce propos, c'est vrai que moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la religion musulmane ni du soufisme. Je m'y suis intéressé au fur et à mesure du travail que j'ai fait, mais évidemment il y a un problème dans ce film, vous avez pu le remarquer, qui est très grave, mais qui est abordé de manière assez rapide, c'est l'histoire des 11 grains, qui est un peu compliquée.
je ne pense pas que ce soit le moment peut-être de développer toute cette partie-là, mais ça fait partie de l'enseignement ésotérique de Tierno Bokar que je n'ai pas abordé dans le film. Dans le livre, vous verrez, si vous regardez le livre, il y a 3 parties. Il y a une partie sur la vie de Tierno Bokar, donc il décrit sa biographie. Il y a une partie sur, disons, l'enseignement courant, hein, l'enseignement avec les paraboles, qui est donc ce que j'ai utilisé. Et après, il y a une partie sur l'enseignement ésotérique. Comme je ne suis pas du tout un spécialiste de cette partie-là, je n'ai pas voulu entrer dans ce domaine. Voilà. Donc ça, je le dis tout de suite pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et j'ai essayé d'évoquer quand même cette rencontre avec le shérif Amallah, qui a fait basculer sa vie, parce que c'était à l'époque un shérif qui était, je dirais, pas révolutionnaire, mais qui avait une autre vision des choses et qui était compatible avec celle de Tierno Bokar. Le shérif Amallah, vous parlez de celui qui est enterré à Montluçon? Oui. D'accord. Qui était à Nuro. Le grand voyage que fait Tierno Bokar, je l'ai évoqué par la pirogue qui s'en va sur le fleuve, en fait, c'est pour aller rencontrer ce grand shérif Amallah qui vivait à l'époque à Nuro. Nuro, c'est une petite ville qui est à l'ouest du Mali. Moi, bonjour, bonsoir plutôt. Juste, je voulais déjà remercier Samba d'une part d'être venu et surtout Monsieur Louis Deck pour la qualité de ce film où chaque mot est vraiment à sa place et on assiste très souvent, pour ce qui est de l'islam, à des approximations, mais là c'est vraiment d'une fidélité exemplaire et pour ça vraiment félicitations, c'est ce que je peux dire. Puis maintenant on donne la parole au public tout simplement. Alors la première question, est-ce qu'il y a des mains levées? Là. Mademoiselle au fond. Bonsoir. Je tiens déjà à vous remercier parce que ça m'a beaucoup touché, votre film. Et juste, c'est pas une question, juste par rapport à votre dernière question, Samba, j'avais juste envie de dire que si on est tous là ce soir, déjà son combat et sa parole a plus que voyagé et elle est plus que présente. Et personnellement, c'est le premier livre que j'ai ouvert qui m'a initié un peu à la pensée soufie. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Merci. Merci. Bonsoir. Alors moi, C'est bon, oui, vous c'est entend. bon. J'ai une vraie question, j'ai une question en tout cas. Je pense que la première, vous y avez un peu répondu, c'était de savoir si ça avait changé des choses dans le village, le fait de faire ce documentaire. Bon, a priori, ça a été pas aussi visible que ça. Non, ça n'a pas été visible. Pour autant, est-ce qu'il y a une projection du film, du documentaire dans le village ou pas du tout? Non, il n'a pas eu dans le village. Donc, mais en fait, ce qui veut dire que la richesse que vous apportez avec ce documentaire n'est pas du tout partagée non plus dans ce berceau, je dirais, en fait, de la oui, pensée. En fait, j'ai pas eu l'occasion de présenter le film au Mali pendant très très longtemps. Et la première fois que je l'ai présenté, c'est il n'y a pas longtemps, c'était l'an dernier, à Bamako. Et effectivement, ça a eu beaucoup de résonance là, par contre. Ça a eu beaucoup de résonance pour plusieurs raisons. La première, c'était que beaucoup de Maliens découvraient ce personnage qu'ils ne connaissaient pas et qui est quand même un grand personnage, quoi, un grand personnage disons, de la culture malienne. Et la deuxième, évidemment, c'était par rapport à son enseignement et par rapport à tout ce qui se passe au Mali actuellement, sur l'ouverture aux autres, la compréhension des autres. Et il le dit très bien dans toutes ces fables. Et ça les a beaucoup touchés, évidemment. Et je crois que le film, là, je pense qu'il va peut-être passer à la télé malienne. Il m'en avait parlé. Enfin, bon, je n'ai pas de nouvelles, mais peut-être. Et pourquoi une si longue période sans... parce que il a été réalisé en 2000. Donc pourquoi 15 ans ça, c'est peut-être un peu de ma faute qui n'est pas... je ne suis pas retourné le présenter, disons. C'est peut-être moi qui n'ai pas... J'ai laissé une copie là-bas, mais on ne m'a pas fait signe, disons. Mais bon, j'aurais peut-être pu effectivement être un peu plus... Je suis parti sur d'autres projets, d'autres choses, et je n'ai pas peut-être fait le travail nécessaire à l'époque. Alors, il y a une question là-bas. Bonsoir.
Bonsoir. Moi, je voudrais savoir, ou peut-être une petite remarque, c'est que il y a un proverbe qui dit je t'apprécie depuis que je connais ta culture. Donc, le fait qu'un non-musulman ne soit pas, par exemple, autorisé à rentrer dans la salle de prière, c'est pas un signe ou symbole d'intolérance. Non. C'est comme, par exemple, vous êtes invité chez quelqu'un. Et puis, bon, vous êtes invité, mais vous n'allez pas dans la chambre, vous voyez. Donc enfin, ça, à mon avis, donc parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, voilà, les musulmans, non, c'est juste c'est un respect. Et en plus, les musulmans disent, enfin, la mosquée, c'est Baytullah, donc c'est la maison de Dieu. Et vous savez très bien aussi qu'un musulman, si on fait pas l'ablution, on n'a pas le droit de toucher le Coran. Donc c'est ça. Donc c'est pas question d'intolérance ou de. C'est tout. Merci beaucoup. Delphine, peut-être tu veux répondre. Je sais pas, il n'y a pas grand-chose à répondre. Je pense que vous avez eu beaucoup de chance de rentrer dans la plupart des autres mosquées au Mali, puisque c'est une question d'école juridique, principalement. L'école juridique malikite, qui est dominante en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, pour cette école-là, les non-musulmans ne peuvent pas rentrer dans la mosquée, selon certaines interprétations de hadith. Alors que dans, par exemple, l'école hanafite, et on le voit très bien pour ceux qui ont eu, vous devez être nombreux, la chance d'aller en Turquie, par exemple, tous les étrangers peuvent rentrer dans la mosquée, à part au moment de la prière, et c'est une autre interprétation, en fait, tout simplement. Et effectivement, comme dit notre ami, c'est effectivement pas une histoire d'intolérance, mais une histoire de sacralité, en fait, hein. Et une histoire d'intimité aussi, ce qui est comme si vous aviez un lieu chez vous qui serait propre à la prière et vous voulez le conserver un petit peu dans cet état. Disons là, j'entends très bien ce que vous dites, madame. Si ce sont là, pourquoi ne pas me l'avoir dit sur place? Parce que c'est ça le problème. Là, moi, je peux l'interpréter de manière complètement différente, puisque c'était quand même assez violent. Si la personne m'avait dit mais non, mais c'est un rite, évidemment que j'aurais compris tout de suite qu'il n'y a pas de problème. Là, le problème surtout, c'est qu'il n'y avait pas d'explication et que c'était quand même brutal, quoi. Non, mais là, je pense qu'effectivement, c'était pas lié au rite, effectivement, puisque justement, selon le rite, dans aucune des autres mosquées, vous n'auriez pu rentrer. C'est plutôt parce que c'était Bandiagara et que peut-être que les gens ont entendu parler du projet que vous faisiez, en fait. Oui, oui, évidemment. Moi, je n'ai pas dit, mais évidemment que les gens devaient savoir ce qui se passait, oui, bien sûr. Parce que les gens parlent. Le téléphone arabe, le téléphone africain existe aussi. Et ils ont bien vu chez qui j'étais allé pour interviewer, les interviews que j'avais fait, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eric. Alors, on va prendre monsieur. Oui, il peut se lever, sinon peut-être. Et juste après. Oui, bonsoir. Merci pour ce film. Je voudrais faire une remarque et vous poser deux questions. La remarque, elle est anecdotique, mais j'ai été frappé par la musique qui ne me fait pas s'en rappeler celle d'Almodovar dans le film Tout sur ma main. Exactement. Ah bon. Scénario. Là, je sais pas. Les deux questions, il y en a une politique et une qui est plus actuelle et symbolique. La politique, c'est quelle était la position précise du sage sur les relations avec le colon. Et la deuxième, j'insiste, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ces 11 grammes, qui me semble être quand même le sujet Bon, donc la première question, dans le livre, il en parle, Amadou Pateba, de cette chose-là. Thierno Bokar n'était pas un révolutionnaire anti-français, comme certains ont pu le dire. Je pense que, enfin moi, le peu que j'en ai pu, c'est le livre, surtout avec le livre que j'ai découvert ça, et avec le témoignage de Madame Hélène Ekman, qui était son héritière littéraire de Amadou Pateba, avec qui j'ai beaucoup discuté et qui a contrôlé tout ce qui est dit dans le film. Il n'y a pas un mot qu'elle n'a pas contrôlé.
Elle me disait effectivement que Tcherno-Bokar n'avait pas du tout une attitude révolutionnaire. Simplement, il avait une attitude d'ouverture à toutes les cultures, et donc la culture française aussi. Il discutait avec les gens. Il était ni pour ni contre. Et à l'époque, son problème était ailleurs, quoi, je crois, enfin, à mon avis. Hein. Par contre, il était contre l'oppression, d'où qu'elle vienne, il le dit franchement. Alors, si l'oppression vient des colons, il est contre les colons, contre l'oppression des colons. Si elle vient des musulmans contre les dogons, ben, il lutte contre ça. Donc, je crois que c'était plutôt une idée d'être contre justement l'oppression, d'où qu'elle vienne. C'était ça son grand truc. Oui, puis enfin, Madame Padépa, je ne sais pas si c'est dans le livre ou dans ses mémoires, mais il le développe, cette question des 11 grains et même de l'attitude de la France. C'est qu'en fait, je pense que l'administration française avait beaucoup de mal à comprendre même en fait qu'est-ce qui se jouait, et un peu par réflexe. Il y avait cette truc de qui est contre nous, qui est avec nous, et donc ceux qui sont contre nous, c'est un peu comme quand il y avait la guerre froide et qu'on dit on fait une chasse aux sorcières, qui est communiste ou pas, dès qu'il y a des agitateurs, et on se dit ceux-là ils doivent être certainement contre nous, donc vaut mieux les écarter. C'était comme ça. Après, sur les 11 grains, c'est quelque chose de très... c'est des détails... Alors, sur les 11 grains, c'est beaucoup plus compliqué. Juste pour terminer sur cette histoire donc, de colonisation, en fait, c'était plutôt Cherif Hamala qui était accusé d'être anticolonialiste. Et effectivement, Cherif Hamala avait une position plus ferme, je pense. Et comme Tcherno-Bokar est devenu ami, entre guillemets, de Cherif Hamala, il a été considéré, lui aussi, comme anticolonialiste et anti-français. Je pense que c'est aussi cette lignée quoi, qui a fait ça. Alors maintenant, pour revenir aux 11 grains... Peur, même sans être très, très conscient de ce qui se passait. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Bamba, c'est semblable. Hein, c'était pas un grand ouais. agitateur anticolonialiste. Il a été exilé par les Français aussi, de la même façon. Alors pour les 11 grains, je ne sais pas si on va développer beaucoup, parce que c'est un peu compliqué. Ouais, je pense qu'il faut aller lire les livres. À moins que vous ayez peut-être une explication claire. Une explication très... Oui, parce que, a priori, j'ai lu ce livre, effectivement, c'est un livre qui est marquant. Comme a dit notre ami. C'est un des premiers livres également que j'ai lu sur le soufisme, et c'est vrai que c'est un livre qu'on n'oublie pas. Alors, par contre, pour les 11 grains, j'ai pas la mémoire parfaite, mais grosso modo, de ce que je me souviens, c'est une histoire en fait pas très compliquée, mais qui est devenue compliquée pour pas grand-chose. Et en fait, dans les confréries soufis, on se doit de lire des litanies chaque jour, quand on fait partie d'une confrérie soufie. Donc on lit tant de fois, c'est pas « Je vous salue Marie », mais c'est des prières sur le prophète ou des versets du Coran, etc. Et pour le coup, donc, il y a une lecture de 11 fois ou 12 fois. En fait, la plupart des Tidjani lisent 12 fois, je pense que c'est Surat al-Ikhlas, si je ne me trompe pas. Ou si je ne me trompe pas, c'est donc la Sourate de la pureté, ou peut-être c'est autre chose, Allahu Alam, parce que je ne me souviens pas très bien. Ça fait vraiment... Allez-y. Oui, oui. Est-ce qu'on peut lui filer un micro Oui, le micro, monsieur, s'il te plaît. Allô? Après, juste après. Le monsieur, il va nous éclairer un petit peu. Donc, juste, avant que le monsieur explique ce qu'on récitait, en fait, sur le principe, en tous les cas. Donc, on doit réciter, par exemple, 12 fois telle chose. Et en fait, Amadou Tcherno-Bokar, lui, aurait réalisé que, en fait, les gens lisaient 12 fois pour eux, alors que ça devait être 11 fois. Donc, c'était une erreur pour lui. Donc, il a voulu revenir à la source. Et donc, il a commencé à lire 11 fois, et les autres ont dit, mais il veut nous changer notre voix, notre wird, nos litanies. Et donc là, mais je pense que c'était une excuse, en réalité. En fait, si vous voulez, là, je connais la genèse de cette histoire que vous venez de raconter. En fait, c'était dans la Tidjania, donc dans l'école de Cherif Hamala.
On l'a récité 11 fois, pardon, 11 fois comme c'était la coutume à l'époque. Et une fois, ça s'il le raconte, Amadou Ampateba, une fois le shérif est sorti pour régler un problème à l'extérieur qui n'avait rien à voir avec les prières, et les élèves attendaient, et puis ils l'ont récité, quand il est rentré, ils l'ont récité une autre fois, une 12e fois. Et comme le shérif Amala n'a rien dit, ils ont dit, 12 fois c'est peut-être pas mal, puisqu'il n'a rien dit, et ils ont continué à le réciter 12 fois, et l'habitude est restée. Enfin, c'est ce que raconte Ampateba. C'est une histoire juste comme ça pour pouvoir avoir la bénédiction, parce qu'il faut toujours réciter la dernière prière pour être béni par le shérif. Et donc, comme le shérif était sorti, quand il est revenu, ils l'ont récité une 12e fois pour pouvoir avoir sa bénédiction. Et puis, finalement, c'est devenu une habitude. C'est vraiment une excuse. Voilà, c'est une excuse, exactement. C'était quelque chose qui n'a pas d'importance réelle au niveau dogmatique. Voilà, exactement. Et qui est devenu une montagne. Que tu récites 12 fois, que ce soit Ikhlas ou Jawharat al-Kamal, qui est une prière sur le prophète. Exactement, je pense que... Le micro est éteint. Oui, ça marche. Oui. Ça marche. En fait, je pense qu'il a bien résumé le monsieur. En fait, comme la Tijania, c'est Cheikh Ahmad Tijan qui est le détenteur de la Tijania, qui est actuellement à Fès au Maroc, en fait, qui est là-bas. Le fondateur. Donc maintenant, à la base, on récitait 11 fois. Comme en fait, il a bien résumé, il y a un de ses disciples qui était un de ses khalifas quand il est parti. Donc il continuait à réciter 11 fois. Et un jour, comme il a bien résumé, un jour, le cheikh n'était pas là et les disciples étaient en train de réciter 11 fois. Et quand le cheikh était en train de venir, ils ont vu que le cheikh vient, donc on fait doigt. Donc ils ont fait 12 fois. Et les gens qui étaient là durant cette séance-là ont gardé ça. Et ces gens-là, ils ont eu beaucoup d'influence dans cette partie-là, dans cette région-là de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, en fait, il y a eu un nouveau émissaire de Cheikh Ahmad Tijan qui est parti jusqu'à Nioro, donner les 11 fois. C'est-à-dire que c'était la récitation authentique depuis la naissance de la Tariqa. Donc c'est catastrophique, puisque finalement, il avait raison, Thierno Bokar, en plus. Oui, c'était les 11 fois. Normalement, c'est 11, oui, tout à fait. Donc, comme on fait à l'époque, les 12 fois avaient beaucoup d'influence, donc ils n'ont pas voulu que l'autre... C'est une histoire d'influence, en fait. Mais je pense qu'actuellement, dans cette région-là, les gens, ils ont compris la source. Maintenant, il y a une cohésion ensemble de toutes ces pensées-là, voilà, pour faire une seule force, en fait. Voilà, donc en fait, c'est vrai que c'était un prétexte, parce que l'histoire des 11 grains ou des 12 grains n'a pas tellement d'importance en elle-même. Mais comme déjà on voulait démolir, entre guillemets, Thierno Bokar, parce qu'on n'était pas d'accord avec lui, on a trouvé une occasion de pouvoir lui dire tu veux révolutionner les choses en récitant que 11 fois ou 12 fois, ça n'a jamais été fait ici, ça ne sera jamais fait, et voilà, et on l'a excommunié. En fait, c'était plus une excuse, c'est pour ça que je ne l'ai pas trop développé dans le film, parce que c'est un peu compliqué. Moi, je l'ai vu plus comme une excuse pour pouvoir le sanctionner, quoi. Enfin, c'était un petit peu ça, d'ailleurs, voilà. Alors, bon, là-dessus, c'est sûr que c'était dramatique, mais je pense qu'il y a des choses qui sont dites dans le film qui sont tellement belles qu'il ne faut peut-être pas s'apesantir sur les 11 grains. Par exemple, il y a une image que je trouve exceptionnelle, c'est l'histoire de la Lune et des croissants de Lune. C'est très joli, en même temps, c'est très naïf au départ, et si on y réfléchit, c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire que moi, cette parabole, elle m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je l'ai introduit dans le film. D'abord, c'est une observation que tout le monde fait. On regarde la Lune, on regarde le cycle de la Lune. Ça a toujours fasciné les hommes et on peut en déduire beaucoup de choses. Ensuite, au niveau scientifique, la Lune, il y a énormément de choses qui vont avec. Et puis Thierno Bokar, il dit un peu n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas deux croissants de Lune qui se font. Enfin, son image, elle est pas du tout scientifique. Il n'y a pas deux croissants de Lune. On ne peut pas avoir les deux en même temps, disons. Hein, il y en a, on voit l'un ou on voit l'autre. Donc lui, il met les deux en même temps, plus la pleine Lune. Donc il crée une histoire avec des choses qui sont à la fois vraies, des observations qu'on fait, et en même temps, pour amener son discours, il va inventer des choses qui ne sont pas scientifiques du tout. Et ça, je trouve que c'est très très malin et c'est très intéressant parce que finalement, on est pris par son discours. Et après, quand on y réfléchit un peu plus longtemps, on s'aperçoit que c'est pas si naïf que ça, parce que ce qui est intéressant dans la Lune, puisqu'il la compare à la pleine lumière, donc à la vérité, ça c'est un peu dans le Coran, je crois aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette lumière de la Lune, elle n'existe pas. La Lune n'a pas de lumière, puisque la Lune réfléchit la lumière du Soleil.
Donc là, ça fait... Le mot réfléchir, en plus, il est intéressant parce qu'on réfléchit dans notre tête et en même temps, ça réfléchit la lumière. Et je trouve que là, ça va encore beaucoup plus loin puisque finalement, c'est une fausse lumière. Enfin, c'est une vraie lumière, mais c'est en même temps une fausse lumière. C'est-à-dire pour pouvoir comprendre cette lumière, il faut aller beaucoup plus loin et réfléchir que cette lumière, elle vient du soleil, finalement. Elle vient donc dans notre astre. Et je trouve que c'est intéressant que cette parabole, qui est si simple au départ, elle va introduire tout un jeu de réflexion sur la vérité, la lumière réelle, la lumière réfléchie, etc. Donc ça creuse, on creuse pour pouvoir comprendre cette petite histoire qui au départ est assez simple et pleine de bonnes intentions. Et je trouve que ça, c'est la force de Tcherno Bokar, c'est d'arriver à créer des histoires qui au départ sont extrêmement simples et qui finalement, si on commence à les fouiller, deviennent assez complexes, quoi. Et celle-là, c'est un exemple que je trouve très beau. En plus, il l'a fait dessiner sur le sable. Bon, c'était parfait. Enfin, moi, j'ai un peu extrapolé, disons, hein, parce que sur le sable, il dessinait beaucoup. Son enseignement ésotérique. Si vous verrez dans le livre, tous les signes qu'il fait sur le sable, c'était donc des points, des traits, comme le dit très bien le témoin, là. Moi, j'ai pris le parti de le faire dessiner la lune et les croissants. Je ne sais pas s'il le faisait vraiment, mais bon, moi, ça m'a permis de pouvoir raconter cette histoire, à tel point que, on en avait parlé un petit peu ensemble, Tcherno Bokar, il avait aussi une idée qui était de parler aux gens à la mesure de leur entendement. Donc quand on est illettré, on ne peut pas lire. Donc il créait des histoires et que les gens puissent comprendre. Et notamment cette fameuse histoire des oiseaux blancs et des oiseaux noirs, qui est assez magnifique au niveau poétique. Et là, j'ai voulu, c'est pour ça qu'il y a une rupture un peu dans le film, j'ai voulu que cette histoire, au lieu de la raconter comme les autres, elle soit faite avec un dessin animé que j'ai voulu, disons, avec des matériaux de poudre et de sable qui reprennent un peu justement ce dessin sur le sable. Et donc, j'ai introduit cette idée d'un dessin qui s'anime en fonction de ces vols des oiseaux blancs et des oiseaux noirs. Ça aussi, bon, c'est un peu une manière de... Ce petit film là qui est intégré dans le film, il passe d'une manière autonome dans des écoles, justement pour faire comprendre à des jeunes, des gamins qui aiment beaucoup le dessin animé, et ça marche bien, disons. Ils le voient et ils comprennent. Donc ça aussi, j'ai bien aimé cette idée de pouvoir introduire dans le film quelque chose qui touche les enfants, quoi, qui touche aussi les gamins. Voilà. Alors, madame, vous vouliez signaler des erreurs. Ah, aïe. Il faut parler dans le micro, madame. Ce que je voulais dire, le monsieur a tout dit. Mais je voudrais signaler quand même qu'on ne peut pas aller de Bamako à Bandiagara. En pirogue, non. Il faut aller de Bamako à Koulikoro d'abord, et on prend le bateau là-bas. C'est une erreur d'image. Ah, c'est pas une erreur, c'est parce que je voulais résumer un peu plus vite. On ne peut pas aller en bateau de Bandiagara à Nioro. Nioro du Sahel. C'est vrai. Il y a le Sahel à traverser. Donc c'est ce que je voulais dire. Mais aussi, c'est une question d'influence. Ouais. D'influence. Il y avait une bagarre entre les gens de Bandiagara et de Cheikh Amal à Nioro. L'autre, il a quitté Bandiagara pour aller le voir. Il revient avec d'autres idées. C'est sûr qu'on va le rejeter. C'est pas normal. C'est pas juste. Hein? Il croit en ça. Il fallait le laisser faire avec ses élèves qui se tout. Mais il ne fallait pas le rejeter. La mosquée, d'abord, c'est pour tout le monde. C'est pour Dieu et c'est pour tout le monde. On aurait dû aller le voir et lui dire, allez à la mosquée jusqu'à ce qu'on vous mette dehors. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, je voudrais juste, si vous me permettez, venir sur un aspect auquel on ne pense pas forcément. C'est que la vie d'un homme sage ou la vie d'un saint dans le soufisme se déroule selon un processus de réalisation, et que ce bannissement de Tcherno Bokar à la fin de sa vie ne doit pas être vu simplement comme quelque chose de tragique.
La preuve en est, c'est que son enseignement arrive jusqu'à nous aujourd'hui, déjà. Et donc, c'est que s'il n'avait pas été si tragique, peut-être qu'il ne serait pas arrivé jusqu'à nous aussi. Il n'aurait pas eu cette importance, en fait. Et dans le cheminement donc, spirituel, une période comme ça de bannissement peut aussi signifier, pour le saint et pour les gens qui sont dans le soufisme, un moment où Dieu décide de garder pour lui cette personne. Et donc il l'occulte à son entourage aussi pour qu'il puisse être davantage comme dans une retraite spirituelle avant de partir rejoindre définitivement le compagnon suprême, comme on dit en islam. Donc il y a aussi peut-être cet aspect-là qui n'est pas apparent et auquel il faut aussi penser. Et en tout cas, c'est comme cela que les maîtres spirituels expliqueraient aussi certains épisodes, notamment un exemple, le plus frappant, c'est celui de Hallaj. Hallaj qui dit quelque chose qui n'est pas acceptable par la loi musulmane, donc il dit « je suis la vérité », et donc il se fait mettre à mort à cause de ça, et par son propre maître spirituel, Junayd, qui est parmi les juges, il dit « tu dois payer ». Mais en fait, ce qu'a dit le Hallaj et le fait qu'il soit parti a libéré la parole de tous les soufis après. Hein? Donc il y a un double aspect qu'il ne faut pas perdre de vue éventuellement. Et Hallaj, c'est qui? Hallaj, c'est un soufi, on va dire, du quel siècle, 12-13e siècle, et qui vivait en Irak, et Mansour al-Hallaj, donc non, c'est plus tôt encore, 10e siècle, et en ayant dit cette parole, An al-Haq, il a été, en fait, il était aimé, il avait des poèmes spirituels que tout le monde appréciait, et le jour où il a dit cette parole, il a été condamné par, je dirais, les juristes musulmans, en fait. Mais vous pouvez trouver nombreuses littératures sur le Hallaj, justement. Du coup, finalement, il est devenu un icône, en quelque sorte. Si. Alors, une question. Alors, madame, vous avez le micro. Oui, non, mais justement, en fait, c'était un peu dans la même idée. Je me demandais s'il n'avait pas un peu volontairement été vers cette... comme il y a une forme de sacrifice, parce que en tout cas dans le documentaire, si ça s'est bien passé comme ça, il semble l'annoncer, puisqu'il dit à un moment donné, je n'aimerais pas vivre à une époque, il va y avoir une époque de mensonges, et il annonce quelque chose et il dit je n'aimerais pas vivre à cette époque. Donc on a l'impression qu'il avait déjà quelque part annoncer ça et pris une décision par rapport à ça. Enfin, ça va un peu. Et du coup, vous avez apporté l'éclairage. J'allais poser la question, mais pourquoi cette volonté de sacrifice? Ben, là, ça y est, j'ai eu la réponse. Et j'avais juste une petite remarque à faire. Ben, déjà, j'ai trouvé le film magnifique et le dessin animé extraordinaire à l'intérieur du film. Mais je voulais faire une petite remarque par rapport au dessin sur le sable. Moi, ça me fait penser à une tradition qui existe, en tout cas au Mali au moins, ou en Afrique de l'Ouest peut-être, la géomancie. Où il y a toute l'Afrique du Nord aussi. C'est ça, oui, complètement, oui, au pays d'Ogon, c'est très très développé, effectivement. Ouais. Il y avait d'autres questions. Il y avait le monsieur là-bas qui avait une question tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est... Oui. Voilà. Après, on reviendra avant d'avoir les deuxièmes tours. Et après. Voilà. Okay. Bonsoir. En tout cas, je vous remercie déjà pour le film, pour la qualité du film. En tant que Malien, enfin français d'origine malienne et en plus musulman, ça me parle beaucoup. Et ce qui je retiens le plus, c'est l'oisillon qui tombe du nid. Et quand il parle du fait que, il parle de la charité en fait, en disant qu'on a beau être croyant, musulman, etc. Mais si on n'a pas ça en nous,
j'ai bien aimé le terme du fait que le Hajj n'est qu'une promenade en fait sans la charité. Et j'ai un peu bugué par rapport à ça. Et justement, par rapport à la tradition soufie, je voulais juste savoir si cette charité, elle est innée ou elle se travaille, ou elle se développe. Ou, en fait, je voulais juste savoir qu'est-ce que dit la tradition soufie par rapport à cette charité. L'enseignement soufi, c'est effectivement de se donner soi-même, donc complètement à l'humanité et à Dieu à la fois, donc à la fois de manière horizontale et à la manière verticale aussi. Donc horizontale, c'est avec le monde et verticale avec Dieu. Donc je pense que tout le monde sait que le soufisme prône le partage, le don. Justement, on vous offre un buffet juste après, gratuitement. Et puis la mais on leçon, n'a pas l'impression de faire la charité, excuse-moi, Samba, vraiment, c'est peut-être inné, effectivement, ou ça doit devenir inné à un moment, en tous les cas, puisque l'être humain, naturellement, s'il s'écoute, s'il apprend à s'écouter, il a envie de partager. Et souvent, c'est quand il écoute, très intéressant ce que vous avez dit sur la réflexion. Quand il n'écoute pas son cœur, là où brille le soleil directement, quand il écoute sa tête, qui est comme une lune qui réfléchit ce soleil, et alors là, il ne fait pas les bonnes choses. Mais s'il écoute son cœur, il partage naturellement. Le partage est inné. Et je voulais juste ajouter que la leçon, de toute façon, elle se termine où il dit je dois vous faire plus de leçons sur la charité. Donc, il part du principe qu'ils peuvent s'améliorer et travailler cet aspect-là. Voilà, il nous reste pas énormément de temps, 5 minutes à peu près. Donc on peut prendre, on va dire, 3 questions. La première. Salam alaikum. Ouais, je pense que ça allait, il y a un bon rythme, allez-y. Ouais. Moi, je voulais remercier le réalisateur. Je ne vais pas parler trop intellectuel, je vais juste vous dire que je vous ai bien ressenti, je vous remercie. Je pense que vous avez bien compris l'esprit soufi. Je suis désolé pour vous de ce que vous avez vécu par rapport à une mosquée, mais ça ne correspond pas du tout à ce qui se passe dans les zaouïas. Hein. Les zaouïas, c'est quelque chose où les gens, on essaye de leur faire goûter la spiritualité. Donc, donc les chirs ouvrent à toute personne. Hein. Donc justement, ça fait partie de la charité. Hein. On ouvre à tout le monde. Le problème, il est aussi récurrent dans l'état psychologique, l'état de l'ego de notre époque, où justement beaucoup de gens se prônent d'être quelque chose, et en fait ils n'ont pas atteint la réalisation. Mais les chiites ont été encore plus, à notre époque, sont encore plus tolérants. Ils ont dit, vu que les gens, ils n'arrivent pas en fait à être tolérants, ils n'arrivent pas à être charitables, ils n'arrivent pas à être dans la compassion, on va les aider. Et dans les pratiques soufis, maintenant, les écoles soufis, elles prennent n'importe qui, même un intolérant, même n'importe qui, pour encore les aider c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'éducation pour aider les gens à passer à travers toutes les réticences de leur ego. L'égoïsme, tout ça, vous connaissez. Donc ne perdez pas espoir. Même s'il y a eu un saint qui était un peu martyrisé, je pense que ça fait partie de sa retraite. Il y a d'autres saints qui ont travaillé et qui travaillent encore. Et la maison soufie, c'est ça en fait. Hein. C'est suite à l'impulsion d'un saint. Il a dit, il y a un désert, il faut ouvrir. Voilà, donc gardez espoir, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Alors, encore 2 questions. Oui. Il y en a une. Alors, il y en a Parce qu'il va se lever, il est trop loin, c'est trop loin. Voilà. Et oui, il va falloir se rapprocher du micro, s'il vous plaît. C'est la minute. Ça passe. Si, ça va ? Ça va ? Tu as bien entendu ? Moi, c'était 2 petites interrogations. La première, c'est sur le fait de devoir souffrir pour que les choses soient sublimées. J'ai un peu du mal avec cette idée, je m'interroge un peu dessus. Enfin, c'est peut-être un peu naïf, mais je me dis, si tout s'était bien passé, peut-être que sa parole aussi, elle aurait été diffusée aussi largement, je ne sais pas, c'est une interrogation.
Et la deuxième chose, c'était une question, c'est comment vous définiriez l'ego? Parce que j'en entends, enfin on en parle beaucoup et je suis pas capable de le définir du coup. En une minute. Peut-être que c'est au buffet, oui. Par rapport à la souffrance, effectivement, ce n'est pas forcé ou obligatoire, mais je pense qu'il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui n'a pas souffert à un moment donné. Donc, est-ce que c'est pas obligatoire? Je pense que c'est un passage obligé parce qu'on a besoin de grandir, on a besoin de mieux connaître, on a besoin d'augmenter nos capacités de recevoir pour progresser spirituellement. Et à chaque fois qu'on atteint nos limites, on a mal. Et donc, une fois qu'on a eu mal, nos limites sont un peu plus grandes. Et à cette fois-ci, alors, on peut recevoir davantage. Donc, cette souffrance, elle n'est pas spécialement pour Tierno Bokar dans la fin de sa vie, mais elle est pour chacun et chacune d'entre nous. Mais il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un passage. Je pense souvent à la mère qui donne la vie à un enfant et qui est après une souffrance qu'on n'imagine pas, ben c'est la vie qui vient, c'est-à-dire quelque chose d'incroyable. Et le bonheur qui vient après, il efface totalement cette souffrance. Donc c'est un état passager et il ne faut pas oublier qu'il est passager. Et il ne peut être que passager. Il ne peut pas durer. Et pour l'ego, effectivement, ça sera au buffet. Et donc la dernière question. Donc bonsoir. Merci beaucoup pour le film que j'ai beaucoup apprécié. Donc une dernière question pour le réalisateur. Donc c'est par rapport à deux scènes qu'on a vues. Donc la scène de départ, c'est avec les oiseaux blancs. Et donc à la fin du film, on ne voit plus les oiseaux blancs. Donc pourquoi vous avez choisi de mettre, je dirais, en face à face ces deux scènes-là? Et merci encore pour le film. Oui, disons, c'était une manière d'une introduction et d'une, je dirais pas une conclusion, mais un peu une fin effectivement, qui encadre un petit peu le film. À la fin, c'est un petit peu cette idée que les oiseaux blancs ont disparu, c'était cette idée que vu que dans cette ville, je n'avais pas eu, disons, la possibilité d'exprimer tout ce que je voulais faire. C'était un petit peu montrer cette fermeture, disons, les trous de oiseaux blancs qui étaient les bonnes pensées étaient fermés, disons, par rapport à ce que je voulais moi discuter, quoi. C'était un petit peu cette idée. C'était un petit peu ça, quoi. C'était un peu symbolique, disons. Voilà. Mais je voulais encore donner une autre petite note d'optimisme. C'est qu'il y a une scène que j'aime beaucoup et que j'ai mis en scène d'une manière assez peut-être anodine, c'est le voyage du disciple quand il va prendre son taxi brousse et que lui demande comment tu vas faire si tu es face à une situation, ben, je vais prendre le Coran, et si ça va pas, ben, je vais prendre la Sunna, et si ça va pas, ben, je vais prendre les hadiths, puis si ça va pas, ben, je sais pas, il n'y a rien d'autre. Et finalement, le disciple, il repense à l'Ijtihad, à la réflexion personnelle. Et ça, c'est un truc que Tierno Bokar prônait beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on a été créé avec une intelligence, c'est pour s'en servir, entre guillemets. Donc, il y a la réflexion personnelle, ben, il faut la faire. Et le dit très bien, d'ailleurs, le disciple. À un moment donné, on fait la réflexion personnelle pour pouvoir comprendre les choses d'une manière ou d'une autre, quoi. Et je trouvais que ça, c'était un enseignement de Tierno Bokar qui est extrêmement fort et qui est très, très universel, disons. À un moment donné, il faut réfléchir par soi-même aussi. Il n'y a pas que les livres. Et ça, je trouvais que juste bien, pour ne pas le laisser, bien sûr, Tierno Bokar l'a mis en avant, mais en fait, c'est l'enseignement normal. Oui, non, mais bien sûr, d'ailleurs, dans le film, c'est bien dit. Dans l'islam, c'est l'enseignement normal. C'est le prophète qui le dit. Donc, c'est l'enseignement que tout musulman devrait suivre. Dans le film, je dis bien que c'est le prophète qui le dit. Et c'est vrai que ça, on l'oublie un peu. Enfin, certains l'oublient, quoi.
Ok, je vous remercie à tous d'être venus. Je vous demandais une nouvelle fois d'applaudir Louis-Dec pour son œuvre de film. Voilà. Merci à la Maison Soufi qui nous invite donc à Et merci se restaurer. également à monsieur Yves Billon, qui est le producteur, qui est ici même aussi, et qui, j'en profite pour l'annoncer, il y a quelques DVD qui sont... Il n'y en a pas beaucoup, hélas, mais il y a quelques DVD. Mais après, vous pouvez les commander, on va les ramener à la Maison Soufi, ou vous pouvez commander avec monsieur Yves Billon. Et je vous annonce que monsieur Yves Billon, et là ça va intéresser un certain nombre de personnes, a tourné un film personnellement sur Nusrat Fath Ali Khan. Et nous allons le présenter bientôt à la Maison Soufi, mais pour la rentrée, pas avant. Il y en a 2 exemplaires ici. Et merci à Nes Radio TV aussi d'avoir fait ce direct pour nos auditeurs et spectateurs et spectatrices. Merci à vous.